Vous êtes là. Bienvenue chez Entre Rôlistes. Aujourd'hui, on parle d'un grimoire, le dernier né de Black Book Edition, Cthulhu Origins. Ouais. Ils avaient prévu un retour aux sources de l'horreur. Surtout un retour aux sources des écrits d'H.P. Lovecraft. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. On va voir. En tout cas, moi j'ai mes rituels, mes petits talismans. Mais vous, est-ce que vous avez de quoi vous protéger? N'oubliez pas de vous abonner. Et puis le pouce bleu, le petit commentaire. On sait pas ce qui rôde dans le coin. Ouvrons le grimoire. Alors, Cthulhu Origins, quand on le reçoit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, moi j'ai un petit souci déjà, c'est que j'ai pas d'écran, puisque je me suis trompé dans le pledge que j'ai fait au moment du financement, donc je n'ai pas d'écran. Donc voilà, peut-être que je vous le présenterai en short dès que je l'aurai, parce que je vais me le prendre, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Donc qu'est-ce qu'on a dans Cthulhu Origins? On a déjà le livre du témoin. Ensuite, nous avons le livre de l'archiviste, et comme vous pouvez le voir, les couvertures sont absolument magnifiques. Ensuite, nous avons un recueil de scénarios qui s'appelle Les contes extravagants des collines et d'ailleurs. Enfin, nous avons des pré-tirés que nous ouvrirons après, et des aides de jeu que nous regarderons également plus tard. Commençons par le commencement, le livre du témoin. Donc, Cthulhu Origins, à la base, c'est un financement qui a eu lieu où la promesse était de renouer avec l'esprit des écrits Lovecraftiens, donc des écrits où il y a peu de bagarres, peu de coups de feu, où on est surtout sur de l'enquête psychologique, sur du témoignage d'événements, des choses comme ça. C'était la promesse initiale. Entre-temps, les deux auteurs ont eu des soucis, ils ont dû quitter le projet. Black Book a mis sur le créneau différents auteurs, en prenant le sujet au sérieux, puisqu'il y a notamment Mehdi Sami, qui est l'excellent auteur de l'affaire Greenberg. Par contre, on peut remarquer qu'ici apparaît le petit chronique oublié, ce qui n'était pas prévu à la base, donc on est peut-être sur un changement sur le système qui devait le porter. Je ne sais pas si c'était prévu à la base, en tout cas ça n'avait pas été mentionné lors du financement participatif. On a ici un vernis sélectif qui est très très joli, qui vient casser cette magnifique illustration qui pour le coup est vraiment dans l'esprit de ce qu'on attend d'un ouvrage sur les écrits de Lovecraft et fantastique et horrifique. Vernis sélectif qui continue sur la tranche, qui vient derrière et qui seront uniquement pour arriver sur une autre partie d'illustration qui est absolument extrêmement évocatrice également. Allez, on plonge dans le cœur du sujet. Comme vous l'avez vu, le système de règles n'est pas trop compliqué à expliquer puisque c'est du chronique oublié, donc tout le monde le connaît un petit peu, c'est la V2 de chronique oublié pour être précis même. Donc la V2 de chronique oublié fantasy. Encore une illustration en pleine page à l'intérieur. Les illustrations sont pour certaines vraiment réussies, pour d'autres là, vous verrez un petit peu. Un avant-propos, blablabla, Lovecraft, les écrits de Lovecraft, c'est trop bien, il faut qu'on se rapproche de l'auteur de Providence, blablabla. Encore une illustration, et on rentre dans le vif du sujet par une petite partie de jeu de rôle solo. Alors, ils appellent ça un jeu de rôle solo, moi ça m'agace, moi j'appelle ça un livre dont vous êtes le héros. C'est pas du tout un jeu de rôle solo, je veux dire, c'est blablabla, rendez-vous en 34, qu'est-ce que vous faites, rendez-vous en 24, rendez-vous en 20, voilà. C'est pas du jeu de rôle solo, c'est du livre-jeu. Mais en tout cas, il permet de bien expliquer un peu le système, et il permet également de voir un peu le ton que va avoir le jeu, et l'esprit que va avoir le jeu. On avance ça, et on arrive à l'introduction. Alors les pages en noir, évidemment, la lumière est réfléchie de partout, donc c'est une catastrophe. Mais voilà, on a encore des jolies illustrations, et donc dans l'introduction, qu'est-ce que le jeu de rôle, machin, la partie dont tout le monde s'en fout. Oh, un investigateur avec un pistolet. C'est pas bon signe pour la suite. On va être très clair, la promesse de base qui était d'avoir un jeu très fidèle aux esprits de Lovecraft, moi j'ai l'intégrale de Lovecraft à la maison, des coups de feu, s'il y en a 10 dans tous ces écrits, c'est un miracle, donc voilà. En tout cas, on arrive très rapidement au système de jeu. Et donc le système de jeu, comme on l'a dit, c'est chronique oublié, fantasy V2. Donc on va avoir 7 caractéristiques, force, agilité, constitution, intelligence, perception, charisme et volonté. Ces 7 caractéristiques vont être marquées par un modificateur, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et pour faire un test, si on fait un test d'agilité, qu'on a plus 2 en agilité, on va lancer un D20. On ajoute notre bonus d'agilité, les différents bonus et malus qui peuvent s'inscrire, et on le compare à un seuil de difficulté. Très classique. On avance, on a différents petits blabla de règles, notamment quelque chose sur aligner les étoiles avec modération. En gros, ça, c'est des points de destin quand on commence à avoir un personnage qui est éveillé à l'occultisme. Quoi ? Un personnage éveillé à l'occultisme ? C'est étrange quand même dans les écrits de Lovecraft, il y a quand même très peu de personnages éveillés à l'occultisme. Oui, parce qu'on va pas se voiler la face. Quand j'ai reçu le PDF de cet ouvrage, j'ai été extrêmement déçu.
extrêmement déçu, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, interaction sociale, comment ça marche? On peut interagir de différentes manières, évidemment, donc tout ça, c'est du très classique. Qu'est-ce qu'on peut noter? C'est que sur la structure des règles, tout est clair, tout est précis, la maquette est plutôt chouette. Voilà, encore un dessin qui fait pas très Lovecraftien dans l'esprit, on va dire. Alors là, celui-là encore moins. Passons sur la création de témoins. Donc, le système chronique oublié V2, on va créer un investigateur. Cet investigateur, je ne sais plus comment il l'appelle, on crée un témoin, évidemment, on appelle ça le témoin, on n'appelle pas ça un investigateur, on n'est pas dans Call of Cthulhu. Il va choisir un domaine. Ensuite, il va choisir un métier, et ce métier et ce domaine vont lui donner accès à 5 voix. En fait, les personnages, suivant son âge, il va avoir plus ou moins de voix accessibles et plus ou moins de compétences, de caractéristiques accessibles. Voilà, suivant l'âge qu'il a, plus il est jeune, plus il aura des caractéristiques forte, mais moins il aura de compétences, donc de voix, et plus il est vieux, plus il aura de compétences, donc de voix et de points de rang, et moins il aura de caractéristiques. Donc en tout cas, en termes de personnalisation du personnage, c'est vraiment très très bon. Le système chronique oublié V2 fonctionne vraiment très bien. On choisit son domaine, on choisit son métier, on choisit 3 voix parmi les 5 comme voix principale. Ensuite, suivant l'âge qu'on a, on en choisit entre 1 et 3 secondaires, toutes celles qu'on veut. Donc là, je crois qu'il y en a 18 dans ce livre-là, il y en a encore d'autres dans le livre de l'archiviste, vous verrez tout à l'heure, notamment les voies de la magie, etc. Parce que oui, la promesse n'est pas totalement tenue, on va avoir accès à de la magie, on va avoir accès à toutes ces bricoles-là, ce qui est totalement à l'encontre des écrits de Lovecraft, mais bon. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ça fait un moment que j'ai eu les PDF, que je les ai lus. J'ai fait la critique maintenant parce que je viens de recevoir les livres, mais ça a eu le temps de maturer un petit peu dans ma tête. J'ai été très très déçu quand j'ai lu le livre du témoin, très très déçu quand j'ai lu le livre de l'archiviste également, et puis au final je me suis dit ok, la promesse elle n'a pas été tenue, ce n'est pas un jeu qui va dans l'esprit de Lovecraft, en tout cas en termes de mécanique, en termes de règles et de présentation. Maintenant, est-ce que ça en fait un mauvais jeu? C'est de ça qu'on va parler, d'accord? La promesse, on peut directement se dire, elle n'a pas été tenue, ce n'est pas un jeu tel qu'ils nous l'avaient promis quand ils ont fait le financement. Maintenant, est-ce que c'est un mauvais jeu? On va regarder ensemble, mais je pense que ce n'est pas le cas. On tirera les conclusions après. On calcule ses caractéristiques secondaires, blablabla. On a un exemple de fiche de personnage avec une échelle de santé où on va voir des contusions, affaiblissements, blessés, meurtris. Donc on a plusieurs paliers où on va avoir des malus physiques. On va avoir un œil crevé, on va avoir un bras cassé, etc., etc. On a les différentes voies avec tout ce qu'on peut mettre dedans. Vous voyez les 7 caractéristiques qui sont ici. Ensuite, tout ce qui est historique, background, etc. Les traits distinctifs, donc ça, on n'en a pas parlé, on est passé devant très rapidement. Ce sont des avantages et des inconvénients que l'on peut se mettre. Par exemple, je peux être une force de la nature, mais ça me fait plus 2, donc il va falloir que je chope soit 2 inconvénients à -1, soit un inconvénient à -2. Donc j'ai une double vie, j'ai une maîtresse ou des choses comme ça à cacher. Très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien en termes de mécanique dans ce Cthulhu Origins. Si on fait le deuil de la promesse originale, sincèrement, le système de Cthulhu, de Chronique oubliée V2 fonctionne vraiment bien. On voit qu'on a une échelle de conscience, qu'on passe de profane à illuminé, et en sachant que quand on est illuminé, évidemment, le personnage n'est plus jouable. On a évidemment un système de santé mentale, on va le voir après. Pour l'instant, on va voir toutes les différentes voies, donc là, les voies de base, la voie des armes de contact, des armes à distance, et voilà, on voit directement le cœur du problème. La voie des arts et des artisanats, encore une illustration qui n'a rien à voir avec l'esprit. La voie de l'ésotérisme et de l'occultisme, la voie des exploits physiques, la voie des corporations, la voie du discours. Ça, c'est une illustration de quoi, ça? C'est pas une illustration de Cthulhu Origins, ça. Donc on a les différentes voies, il y en a beaucoup, sincèrement, en termes de personnalisation de personnages, c'est assez fou ce qu'on peut faire. Ensuite, l'équipement, voilà, ça c'est Cthulhu Origins, ça, cette illustration-là. Bon, on me donne cette illustration, je me dis, ok, c'est du Hearthstone Cthulhu, trop bien. Bah non, pas du tout, c'est du Cthulhu Origins. Ok, très bien. Donc là, on va voir 1 milliard de tableaux où il y a des couteaux, des lance-flammes, des sulfateuses, et tout ce bordel-là, tout ce dont on n'a pas forcément besoin quand on veut jouer à un jeu qui est dans l'esprit de Lovecraft, mais il va falloir se faire une idée. C'est un jeu qui permet de jouer action, qui permet de jouer pulp. C'est un jeu qui, sur le fond, pour l'instant, en dehors de son système de jeu qui est très différent, sur le fond ne se distingue pas du tout d'un Call of Cthulhu.
on est sur la même gamme. On est sur un jeu qui se dit d'ambiance, qui se dit etc. Et puis au final, t'as 45 tableaux où t'as des arbalètes, des frondes, des lance-flammes, des sulfateuses, de la dynamite. Voilà. Donc le décalage et le retour à l'esprit origine, hein, d'où le nom Cthulhu Origins, c'était ça, c'était le retour à l'esprit originel de Lovecraft. On n'y est pas du tout, on est plutôt dans toutes les suites qui ont été écrites par d'autres auteurs que Lovecraft, notamment Auguste Derleth, etc. pour les connaisseurs. Pas mal de règles sur les combats, sur les poursuites, etc. Je vais pas vous faire un détail de toutes les règles, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire sur le jeu, notamment des parties qui sont extrêmement positives, donc j'ai pas envie de m'attarder sur le système qui, pour moi, qui est un bon système, mais pas forcément adapté à ce que moi j'en attendais à la base, mais qui est un système qui fonctionne très bien. En tout cas, on avance, on va arriver sur le mental et la psychologie, comment c'est traité. Tout simplement, comme vous l'avez vu sur la fiche de personnage, on a une échelle. Quand on va avoir un choc là, ici, sur l'horreur, on va faire un jet. S'il est raté, on va avoir un choc temporaire. Si c'est une échec critique, on va avoir un... Comment ils appellent ça déjà ? Je ne sais plus, un traumatisme ou des choses comme ça. Enfin, c'est exactement la même chose que Call of Cthulhu. On va pas s'embêter avec ça. Des séquelles psychiques, voilà, qui vont durer plus longtemps, qu'il va falloir traiter avec un traitement psychologique de fond et tout ça. Donc pour ceux qui sont habitués à jouer à Call of Cthulhu, ils vont pas être dépaysés, sincèrement, c'est la même chose. Il y a juste le système de règles qui change. Tout le reste, tout l'esprit, toute la façon dont c'est monté et mis en place, c'est exactement la même chose. Très très peu de choses qui changent, donc on va pas être trop dépaysé. Alors par contre on est en train de se dire mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ce bouquin c'est la bonne question. La promesse originale se permettait de se distinguer de la concurrence, là beaucoup moins. Alors évidemment on a plein de passages qui sont intéressants, hein, notamment sur la médecine de l'époque, parce qu'on se situe quand même dans les années 20, notamment sur le droit de vote des femmes, tout ça, et la meilleure partie du livre, qui est une des dernières, la partie sur la Nouvelle-Angleterre, les États-Unis pendant les années folles, forcément du lore, du contexte, où on nous explique le contexte de la Nouvelle-Angleterre, notamment de la ville de Boston, et on va prendre après tout dans l'ordre, donc les États, les différents États avec leurs particularités. Ensuite, les États-Unis de manière un peu plus générale, sur les grandes parties des États-Unis. Nous arrivons ensuite sur le fonctionnement du pays, le système politique, comment fonctionnent les forces de l'ordre, etc. Notamment le Bureau of Investigation, donc le BOI, l'ancêtre du FBI, mais également les agents du Trésor, notamment là où il y a Elliot Ness. Le Ku Klux Klan, le problème des minorités, les Afro-Américains, les Asiatiques, les Européens, voilà. On a vraiment un vrai contexte pour jouer, ça c'est un vrai point positif, les différentes lois, la prohibition, le port d'armes, comment ça se passe, les moyens de locomotion de l'époque, donc voilà, on a pas mal de lore, c'est très agréable à lire pour le coup, le livre est vraiment bien écrit, il est synthétique mais pas trop, mais un peu, voilà, il est vraiment très agréable à lire, c'est un très bon ouvrage en fait, si on passe sur la promesse initiale, c'est un excellent ouvrage, il est vraiment très très bien. Le système de santé, et ensuite nous avons des témoins prêts à jouer. Et donc nous avons plusieurs profils de personnages qui sont plutôt intéressants, plutôt bien écrits, qui ne sont pas forcément dans des clichés, qui ont tous des petites failles et des petites choses à travailler. Pourquoi est-ce que nous avons des témoins dans le livre des témoins ? Tout simplement pour vous donner des exemples pour pouvoir les jouer, mais également parce qu'il n'y en a pas dans le recueil de scénarios, qu'on verra plus tard. Et après on a évidemment leur fiche de personnages, et voilà pour le premier ouvrage. J'espère que je n'ai pas été trop synthétique sur les règles, mais ce n'était pas pour moi ce qui était le plus intéressant dans ce jeu. On va arriver du coup sur le deuxième ouvrage, le livre de l'archiviste, le livre du MJ pour les intimes. Donc le livre de l'archiviste, encore une fois, une couverture magnifique, très inspirée de l'écran de la V7 sans détour, je trouve. Alors elle n'était pas verticale, elle était beaucoup plus étendue, hein, c'est un écran, avec des montagnes au loin, un groupe d'aventuriers, enfin de témoins, là en l'occurrence, avec une voiture sur un bord de route pour observer ce qui se passait. Vraiment très joli. On garde cette marque avec ce vernis sélectif sur le côté, et on a un petit sourire maléfique qui se dessine ici. Esthétiquement, c'est vraiment très joli. Alors dans ce livre du témoin, eh bien encore une fois, on va souffler le chaud et le froid, puisque, hop là, on commence avec le folklore des collines et la conscience. Pareil, une illustration absolument folle. Il y a vraiment des illustrations qui valent le détour, qui sont ultra évocatrices. C'est un vrai bonheur. Et il y en a qui sont complètement ratés, où il y a des armes, où on fait la guerre.
On va voir la gestion du folklore des collines et notamment l'état de conscience, donc où on devient profane, initié, etc. On a des bolus et des malus, évidemment, parce que être initié, ça va nous donner un avantage sur certaines choses et bien sûr un désavantage sur d'autres, puisqu'on s'éloigne un peu de notre humanité et des relations sociales. Ensuite, on va voir les voies de magie mondaine. Donc là, ce sont des nouvelles voies pour ceux qui veulent faire de la magie mondaine. Alors, par magie mondaine, qu'est-ce qu'on entend ? L'alchimie, la divination, etc. Toutes ces choses-là. Il faut comprendre que ce n'est pas dérangeant de créer un témoin avec la magie mondaine, puisque au niveau 1, au niveau initié, en fait, on est tout simplement soit un charlatan, soit quelqu'un qui apprécie ça, qui l'étudie, etc. Mais on n'est pas forcément un magicien, il ne faut pas le voir ça comme ça. Donc on ne sera pas dans le rang 5 ou dans le rang 3 pour certains. Ce n'est pas forcément... ça ne fait pas de nous quelqu'un qui a des pouvoirs, loin de là. Le chamanisme, la divination, comme vous voyez, ce sont la magie mondaine, ce sont de la magie qu'on peut trouver dans le folklore et dans les légendes qu'on a habituellement. L'exorcisme, si vous voulez faire un prêtre, par exemple, la voie de l'hypnose, très important dans les années 20, la voie de l'illusion, de la magie astrale, du magnétisme, de la providence, de la nécromancie et la voie du rêveur et la sorcellerie des campagnes, puisque nous allons évidemment parler de la contrée des rêves à un moment donné. Magnifique ouvrage, puisqu'on arrive sur les sources d'un savoir indicible. Donc là, on va avoir une liste, un catalogue de voies et de recueils d'ouvrages, donc voie d'initiation, voie de la réalisation secrète, voie de l'identité, voie du sorcier, blablabla, et la voie des ouvrages. Et là, on va nous décrire un peu les différents ouvrages un peu mythiques de la mythologie de Lovecraft, notamment le culte des ghouls, évidemment le De Vermis Mysteris, pour ceux qui connaissent, c'est très simple, le journalier d'Antoine de Gardonnet, le livre d'Azathoth, le livre des bonnes, le manuscrit pnacotique, j'arrive jamais à le dire ce nom, pnacotique, le poème du lac qui ne vit jamais le jour, le Necronomicon, évidemment il est là. Donc voilà, on va voir tous les livres de la mythologie de Lovecraft, le roi en jaune notamment. Donc évidemment, c'est pas des livres qui doivent être accessibles, le contenu n'est pas vraiment ultra intéressant normalement, là c'est des livres où on peut en fait avoir une voix pour les étudier et pour en tirer des compétences, des artefacts, des sortilèges. Donc voilà, comme je vous le dis, en termes d'esprit, on n'est plus du tout sur la promesse initiale, mais si on le prend en tant que tel, dans Call of Cthulhu, on a la même chose en fait. Donc on a cet aspect-là, si on veut aller à fond dans le magique, etc., on peut le faire. Donc là, il nous offre la possibilité de le faire. Après, est-ce que la promesse n'est pas tenue définitivement ? On le verra quand même avec les scénarios. Ensuite, nous avons donc comment créer une source de folklore des collines, pour créer ses propres sources de folklore, la voie de l'initiation, donc voilà, tout plein de voies, etc. Des artefacts, des rituels et des sortilèges, donc là des artefacts, par exemple la baguette tortue des Narmes, des démarres. Objet en métal argenté ressemble à un tube qu'on aurait tordu dans tous les sens jusqu'à lui donner la forme d'une boule improbable. Il a un effet, ça fait de la brume, etc. pour se cacher, la clé des rêves, la cloche des morts. Donc tout plein d'artefacts que vos joueurs vont pouvoir trouver. On aurait un livre de Donjons et Dragons pâlirait devant le nombre d'artefacts, d'ouvrages et d'équipements qu'on a. Ensuite, nous avons donc les différents rangs pour des différents rituels, les différents sortilèges. On peut lancer par exemple le feu des enfers, ou appel du monde souterrain. Donc voilà, famille innommable, chasseur infernal, on peut invoquer des créatures, on peut le faire assez. On part dans le n'importe quoi assez rapidement. Cosmogénie du folklore des collines, et donc là par contre on a un aperçu de toute la cosmologie Lovecraftienne, qui est Azathoth, qui est Nyarlathotep, qui est Shin-Nugirat, Tioxotot, etc. Évidemment les grands anciens avec Cthulhu, qui est le gardien de la cité d'Orlier, Dagon, le maître roi des profondeurs, Astur, le cygne jaune, la chose rare, la chose très ancienne, les fungi du Yugoth, qui rappelleront les campagnes de Call of Cthulhu. Encore une fois, on est sur quelque chose, on a une impression de déjà-vu, alors après c'est très agréable, c'est très bien écrit, très bien illustré, la mise en page est parfaite, donc pour le coup c'est vraiment chouette à lire. Est-ce que ça se démarque vraiment ? Pas totalement, donc c'est un peu ça qui est dommage avec l'ouvrage. Alors, la couleur tombée du ciel. Voilà, la couleur tombée du ciel est une créature. Voilà. Voilà. Si on veut résumer ce qui est raté dans Cthulhu Origins par rapport à la promesse d'origine, la couleur tombée du ciel est une créature de constitution 16. Fin de la démonstration. Ce n'est pas normal. À aucun moment, la couleur tombée du ciel ne doit être une créature. Ce n'est pas possible. Mais en dehors de ça, on a un jeu de rôle qui se tient, on a un rôle qui fonctionne, et sur lequel vous allez pouvoir faire vivre beaucoup d'aventures à vos
Petit compagnon, si vous en avez marre du basic système du dessin de Call of Cthulhu, vous voulez changer un petit peu, vous prenez une campagne ou des scénarios de Call of Cthulhu, vous les adaptez à Cthulhu Origins, c'est très simple, ça vous prend 3 minutes, et puis c'est bouclé. On a une partie pour créer nos propres créatures du folklore, puisque le jeu s'attarde plus sur des créatures non liées au mythe ou très lointaines par rapport au mythe, plutôt que sur d'autres choses, et ça c'est une très 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 bonne chose, un très très point fort de Cthulhu Origins, mais on le verra plus tard dans les scénarios. On revient sur la cosmologie Lovecraftienne encore une fois, notamment avec les villes importantes de la mythologie de Lovecraft. On a évidemment Arkham, avec tout ce qui est lié, le Necronomicon dans l'université, le fléau 1905, les personnes qui a tué les gens, le chantier du barrage, qui a permis d'inonder la plaine foudroyée où était tombée la couleur, tombée du ciel justement, des PNJ très forts et très importants. Ensuite, un détail de Boston et de Cambridge, notamment pas mal d'anecdotes sur Boston qui sont absolument incroyables, hein, l'inondation par la mélasse, le Noël interdit par les puritains et qui a permis de créer Monsieur Scrooge à Dickens, le savant fou de Malden qui est l'histoire d'un savant, ce sont des vraies histoires, ce sont des vraies anecdotes, hein, d'un savant à Boston qui cherchait un élixir d'immortalité, il vivait seul reclus dans sa maison de centre-ville avec son domestique, puis il finit par mourir, le domestique pour écouter ses dernières volontés et hériter de la maison, a fait enterrer sans embaumement, sans rien, dans un caveau ce savant fou. Quelques années plus tard, des chercheurs ont été ouvrir le caveau, le corps était intact, il n'avait pas commencé à pourrir, selon leur dire, et quelques années après encore, hein, des dizaines d'années après, on a rouvert le caveau, le corps n'était plus là, d'où la légende. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont des petites accroches de scénario qui sont vraiment très chouettes et qui mettent dans l'ambiance et qui mettent des couleurs aux villes. Boston n'est pas Dunwich, qui n'est pas Arkham, qui n'est pas Hull, qui n'est pas Innsmouth. Et ça, pour le coup, c'est une vraie réussite. C'est très très chouette cette partie-là. Il y a une vraie profondeur, il y a des vraies choses à faire avec ce qui est écrit. C'est un des plus gros points forts du jeu, en fait, c'est que en dehors de son système et du catalogue qu'ils ont voulu faire, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ouvrir au plus large public possible, tout le contenu du lore est d'une qualité assez folle. C'est très bien écrit, les anecdotes sont très bien choisies à chaque fois, on a envie d'écrire un scénar dessus, on a envie de se projeter dedans, on ouvre à absolument toute la partie est des États-Unis. On va même aller jeter un coup d'œil à New York, notamment à Manhattan. Ensuite, on va parler des cités antédiluviennes, notamment Relié, la cité sans nom, la cité des anciens au-delà des montagnes miskatoniques, les contrées du rêve évidemment, puisque c'est une grande partie de l'œuvre de Lovecraft, la cartographie des contrées du rêve, etc., etc. Donc en termes de lore, on est du tout bon. Ensuite, la magie, la différence entre ésotérisme et occultisme notamment, hein, ceux qui pratiquent et ceux qui s'y intéressent, les différents arts occultes comme on a pu le voir tout à l'heure. Je me demande pourquoi cette partie-là n'est pas juste avant ou juste après les voies liées à la magie mondaine, je ne sais pas. Je pense que ça avait leur place à ce moment-là. Et ensuite, on a un premier scénario qui est pas extraordinaire, on va être très clair. C'est un scénario qui est extrêmement classique où on va dans une maison, il y a dès l'acte 1 une créature horrible et puis qui s'échappe, on va demander aux témoins, enfin les témoins vont être bloqués en fait sur ce manoir qui est sur une île avec une marée qui monte, etc. Le premier acte est d'une banalité sans nom. Le deuxième acte est lui par contre une vraie enquête de fond avec des PNJ qui vont mentir et qui sont plutôt bien écrits. C'est assez chouette sincèrement. C'est dommage que ce premier acte soit aussi frontal alors que le deuxième acte est beaucoup plus fin et beaucoup plus nuancé, beaucoup plus réfléchi. Donc c'est au final un scénario qui peut être intéressant, notamment si on diminue un petit peu l'aspect très frontal du premier acte. Et voici pour le livre de l'archiviste. Passons au troisième ouvrage. Donc le troisième ouvrage, c'est les contes extravagants des collines et d'ailleurs. Donc dans cet ouvrage, on va avoir 6 scénarios. Encore une illustration magnifique, hein, qui est la prolongation d'autres illustrations. On a ce personnage qui se rapproche au fur et à mesure de ce manoir où un rituel a l'air de se tenir, à côté de montagnes absolument effroyables. Donc, dans ce recueil des scénarios, donc on a 6 histoires qui sont écrites par 6 auteurs différents, et ça se demandait s'ils ont eu les mêmes consignes.
Donc le premier scénario s'appelle Le mal à la racine. Le mal à la racine, c'est l'histoire un peu classique. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ce scénario il y a quelques années dans un recueil de Call of Cthulhu, où un médecin, enfin un chercheur, va trouver une plante qui permet d'avoir de rêver, de revoir des morts, en fait, de revoir les morts, de parler à des gens, à des gens qui sont morts. Sauf qu'il y a en parallèle de ça, une deuxième chose, c'est que quelque chose s'est écrasé, une météorite s'est écrasée pas loin, qui a contaminé un cours d'eau qui passe à côté et qui a infecté les gens. Donc nous avons un scénario d'enquête où on va commencer à comprendre que des choses vont mal, ils vont s'infecter entre eux, et puis tout d'un coup, hop là, tentacule, on va arriver sur un acte qui est beaucoup plus viscéral et beaucoup plus frontal, où on va avoir un affrontement avec des créatures, on va avoir un affrontement avec un puma qui est infecté par le truc, un affrontement avec un alligator, enfin voilà, on est sur quelque chose de très pulp, très action, et un scénario un peu classique, et pas forcément dans la bonne gamme des scénarios Call of Cthulhu, un truc très classique, mais voilà, pour mettre un pied dedans, ça peut toujours fonctionner. C'est pas celui que je retiendrai du livre, pas du tout. Nous avons ensuite Journal intime. Journal intime, c'est plutôt chouette, puisque il s'agit d'un... Comment expliquer ça sans trop... On va le spoiler, hein, on s'en moque, après tout, on est entre MJ. Il s'agit d'une histoire où un professeur a disparu à l'université. On commence un peu à la mystère de la chambre jaune, pour ceux qui l'ont vu, ou les histoires d'enquête de l'époque. En gros, on a un professeur qui a disparu dans son bureau, au 3e étage, alors que la porte est fermée de l'intérieur et la fenêtre est fermée. Le professeur a disparu, on va commencer à mener une enquête pour essayer de le retrouver. On va voir en fait que c'est un professeur qui étudiait sur une civilisation qui aurait été là avant, une civilisation qui aurait disparu, il commence à enquêter là-dessus. On va finir par le retrouver, en fait, techniquement, il va finir par réapparaître, à moitié fou, et avec la volonté de lancer une expédition dans les forêts aux alentours. Alors, quand on parle de forêt de taille américaine, hein, des choses qui sont immenses, et donc on va partir en expédition avec lui, à travers une forêt dense, très 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 inhospitalière, pour arriver à un endroit où il y a une vieille cité, et dans cette vieille cité, il s'est passé un drame. Les joueurs vont commencer à avoir des rêves de ce qui s'est passé pour ces 3 jeunes femmes là qui sont ici, avec lesquelles ils risquent de rentrer en empathie vu le vécu absolument horrible. On est sur des choses atroces, on est sur des viols d'enfants, des choses vraiment horribles, hein, pour le coup, et les joueurs vont devoir lever un peu la malédiction, et notamment ces créatures qui rôdent aux alentours et qui se nourrissent de la violence et de la souffrance humaine. Sincèrement, ce scénario est absolument incroyable. Je l'ai trouvé excellent. Il commence pas du tout là où on pense qu'il va nous emmener. Il nous emmène pas du tout là où il a commencé. C'est absolument dingue. On a une vraie progression. On peut le faire jouer sur 3 sessions, je pense. Et ça fait un scénario vraiment très chouette où on finira un peu comme on le souhaite. Il y a un acte 3 qui est suggéré avec des affrontements avec les créatures, qui n'est pas obligatoire, mais en tout cas la partie enquête sur la disparition du professeur et enquête sur ce qu'il s'est passé dans ce village et sur les rêves notamment des personnages sont très très bien écrits. L'histoire est très forte. On a 3 personnages féminins qui sont très forts et en même temps qui sont victimes d'injustice totale. C'est vraiment vraiment très très bien écrit. Ensuite nous avons la moisson de chair. Donc la moisson de chair, on va reprendre encore un classique un petit peu de Cthulhu, les plantes maléfiques et horribles. On a donc une personne qui a trouvé une plante qui a des facultés de guérison absolument folles, et qui qui va s'en servir pour garder des choses, et après il n'arrive plus à la retrouver, cette plante. Et en fait parce que toute une zone est marécageuse, parce qu'elle a été inondée. Nous, les investigateurs, les témoins, pardon, ils vont arriver sur place pour enquêter sur la mort d'un jeune scout. Ils vont remonter la piste jusqu'au pourquoi est-ce que ce marais est inondé, pourquoi est-ce que cette plante avait disparu, qu'est-ce qu'elle fait, et donc on va arriver sur quelque chose qui est très proche, notamment des écrits de la couleur tombée du ciel, etc. L'ambiance est vraiment vraiment excellente. Encore une fois, on a un scénario où il y a beaucoup de fausses pistes, beaucoup de complexité dans le scénario et dans l'histoire, mais tout se tient de manière très cohérente avec des personnages qui sont parfois clairs, parfois moins, etc. Il y a un vrai travail pour
pour les témoins, pour le coup, ces deux scénarios, là, celui-ci et celui d'avant, sont plutôt bien. Alors celui d'avant est vraiment exceptionnel, celui-là peut devenir sur la fin, si on le souhaite, un peu plus classique, avec des affrontements, etc. Mais on a, pour le coup, sur le fond de ces scénarios, la promesse qui est tenue de se rapprocher des écrits de Lovecraft, vraiment. Et c'est ça que je trouve vraiment très très chouette. Et d'ailleurs, ce petit encart qui nous dit pulp ou épouvante montre bien à quel point ils sont partagés entre la volonté de faire quelque chose d'un peu plus grand public, où on va tirer sur des monstres, on va avoir des armes, où on va être dans l'action, et une partie beaucoup plus proche de l'œuvre de Lovecraft, où on va être sur des témoignages de ce qui se passe et de l'enquête plutôt que sur de l'action. Nous arrivons à la mémoire de Dwight Goffman. Encore une fois, cet ouvrage de scénario est très très bon. Moi je pense que je le ferai jouer soit avec le règle de Tool Origin, soit avec le Toolwhack, parce qu'il y a des scénarios qui sont incroyables. Celui-ci est également excellent. Les témoins vont être des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ont tous rendez-vous avec le même psy. Ce psy constate qu'elles ont des points communs dans leurs troubles et dans leurs soucis, notamment ils ont les mêmes rêves, les mêmes cauchemars. Il va les amener à se voir tous ensemble et il va leur dire qu'il met en place une thérapie nouvelle sur qu'on appelle ça la rétro-hypnose, quelque chose comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, et ils vont se rendre compte que, on est dans le spoil, hein, je vous le dis clairement, ils vont se rendre compte que tous ensemble, enfants, ils avaient, alors qu'ils étaient en colonie de vacances, procédé une partie d'un rituel qu'ils n'avaient pas pu achever à cause d'une autre personne qui était présente, mais ils sont la cause du sacrifice d'un de leurs camarades de l'époque, et ils vont devoir faire face à leurs erreurs du passé alors qu'ils n'étaient qu'enfants. Et c'est un scénario pareil qui va encore une fois assez loin. On est quand même souvent sur le thème de l'enfant qui meurt, hein. On a un scout qui meurt, on a une enfant qui s'est violée dans le deuxième scénario. Ici, encore une fois, ce sont des enfants qui vont en tuer un autre pour un rituel parce qu'ils sont possédés par une entité. On essaie de taper là où ça fait mal, on sait que les enfants, ça fait mal, donc on tape dedans vraiment très fort. Donc c'est un recueil qui va pas mettre entre toutes les mains, je vais être très très clair, mais les scénarios sont d'une qualité assez exceptionnelle pour le coup. Napletom, le rêve de Devon, un peu particulier puisque ce n'est pas un scénario. C'est étrange puisque c'est un recueil de scénarios, mais en fait ce n'est pas un scénario. Napletom est en fait une sorte de setting sur la ville de Napletom, qui est un lien avec la contrée du rêve. Et en fait, on va nous décrire cette ville de Napletom, sur les rêveurs qu'il y a sur place. Et ensuite, on va nous mettre tout en place, de quoi mettre en place la contrée du rêve dans Cthulhu Origin. Alors ça, c'est très bien. Pourquoi est-ce que c'est pas dans le livre de l'archiviste ? Je ne sais pas. Ça aurait peut-être dû y être, mais bon, on a des PNJ, etc. On n'a pas d'intrigue. On a un petit bribe d'intrigue à la fin, histoire de dire que si vous voulez jouer dans la contrée du rêve, vous pouvez. Mais non, c'est vraiment un setting de mise en place pour la contrée du rêve, donc quelque chose qui est important dans l'univers de Lovecraft pour le coup, qui est amené de manière assez fine, avec quelque chose de très... La ville de Napleton est très intéressante. C'est une ville minière où il y avait des ressources d'ordre, puis qui a fini par péricliter sur la fin. Et puis on a sur la partie monde du rêve beaucoup de choses qui sont mises en place, des menaces, des bribes, des bribes d'accroche, etc. Donc vraiment, vraiment très intéressant d'avoir mis ça là, c'est très surprenant, et pour le coup ça correspond à la promesse originale. C'est fou de se dire que ce livre, le livre de scénario, est celui qui se rapproche le plus de la base. The Cultist de Benjamin Ott, 5e scénario de ce livre, non, 6e scénario de ce livre, dernier scénario, et c'est très étrange, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dernier ouvrage de recueil du scénario de Call of Cthulhu, Horreurs Indicibles, on avait un scénario qui se passait sur un tournage de film. Et bien c'est la même chose, on est sur un tournage de film muet, évidemment, parce qu'on n'est pas à l'époque, donc là on est en 1925 de mémoire, tournage de film muet où le réalisateur et son équipe vont essayer de faire par ce film un portail pour qu'Azathoth puisse venir sur Terre. Les joueurs vont essayer de l'en empêcher. On a une magnifique affiche de ce film absolument incroyable. Je l'avais en poster, hein, sincèrement, celle-là pour la mettre dans mon bureau. Elle est absolument folle cette affiche. Donc voilà, un scénario qui ressemble étrangement à celui du dernier recueil du scénario de Call of Cthulhu, comme quoi la différence entre les deux est pas si évidente que ça à faire, mais il est très très bon, et à la fin on aura... ce que j'aime beaucoup à la fin de ce scénario, alors évidemment les joueurs vont faire leur enquête, machin, etc., ils vont trouver le pourquoi du comment, ils vont réussir à arrêter le truc, à faire en sorte que le film se termine, et on arrive sur un faux épilogue. Les héros sont contents, ils vont à la première du film, et là, boum, un portail, Azathoth qui sort, et puis il va falloir qu'ils arrêtent la projection. Très chouette.
une fin très pulp qu'on peut zapper, pour le coup, pour garder quelque chose de plus dans l'esprit horrifique, mais voilà, on peut avoir une fin, si on le souhaite, on peut avoir une fin extrêmement pulp avec la tête qui sort de l'écran du cinéma. Donc voilà. On va se faire les aides de jeu très rapidement. Alors déjà les pré-tirés, pas la peine de les montrer pendant 3 heures, ce sont des fiches de personnages, ce ne sont pas les pré-tirés des scénarios, ce sont des pré-tirés génériques qui peuvent être utilisés par les joueurs s'ils souhaitent ne pas se prendre la tête. Ils ont tous une histoire, comme je disais tout à l'heure, qui est plutôt intéressante et plutôt bien écrite. De toute façon, le point fort de ce Cthulhu Origins, ça reste l'écriture. Le livre est les 3 livres d'ailleurs sont très très bien écrits. Les choix qui sont faits ne sont pas toujours les bons par rapport à la promesse qui a été faite à la base, mais tout ce qui est écriture, tout ce qui est lore et tout ce qui est scénario sont de qualité assez exceptionnelle. Donc pour le coup c'est très bon. Donc on va pas s'attarder sur ces fiches de personnages qu'on va mettre de côté. Et puis jetons un coup d'œil aux aides de jeu. Pour le coup, je ne les avais pas encore ouvertes. Nous avons donc une carte de l'Est des USA. Nous avons pas mal d'aides de jeu qui donnent des informations sur les différentes créatures. C'est plutôt chouette en fait, puisque c'est des extraits de journaux. Alors je ne sais pas à quoi ils correspondent. Ils correspondent à rien. C'est assez étrange. Ça donne des petits bouts de contexte sur les différentes créatures. Bon, c'est plutôt sympa. Un numéro pour se mettre dans l'esprit, l'Arkham Gazette notamment, avec le fléau de 1905. Ce tueur en série qui est apparu à Arkham et qui a tué 17 personnes. Une météorite découverte sur les terres agricoles des Gardner, c'est la couleur tombée du ciel évidemment. C'est limite dommage qu'ils nous mettent le petit astérix avec le titre de l'œuvre. C'est vraiment dommage. 3 corollages des côtes de Kingsport, évidemment, disparition inexpliquée, descente à la police Red Hook. Donc voilà, des petites accroches comme ça, très très chouette. La carte de New Harbor. Ensuite, nous avons de nouveau la carte de la Nouvelle-Angleterre, mais version archiviste, avec les petites infos pour les scénars, notamment des Woodley qui n'apparaît pas normalement, je crois de mémoire, puisque c'est le village abandonné qu'il y a dans le scénario où sur les 3 femmes qui ont été tuées. La presqu'île d'Allen pour le scénario du livre de l'archiviste, le manoir pour le scénario du livre de l'archiviste. Donc là on est sur les plans et sur les cartes. Ça c'est le premier scénario, c'est le scénario où on combat les crocodiles. Ouais, c'est ça, c'est ici qu'on va aller chercher. Donc là c'est le campus où le professeur a disparu, et là c'est l'expédition que l'on va faire pour aller chercher ce village. Donc voilà, on a toutes les cartes. On a également des aides de jeu, encore une fois, pour les différents scénarios, cette fois-ci, qu'on peut reconnaître. La carte de Ponagan, la maison des sourires, le cinéma, etc., etc. Et on finit avec ces aides de jeu. Allez, on passe à la conclusion. Alors, Cthulhu Origins, qu'est-ce que j'en ai pensé au final ? Eh bien, après avoir mis quelques semaines à me remettre de ma déception sur la promesse qui avait été faite, notamment sur le système et sur les règles, on est quand même sur un jeu qui se tient. Alors sur un jeu qui va se mettre frontalement face à Call of Cthulhu, ça c'est un petit peu dur. Call of Cthulhu est une gamme extrêmement large, extrêmement riche, avec beaucoup d'approches différentes, notamment dans ses scénarios, dans ses recueils, dans ses campagnes. Là on a quelque chose de plus resserré, on a un recueil de scénarios, un ouvrage pour le MJ, un ouvrage pour les joueurs. Une fois qu'on a fait le deuil de cette promesse, qu'on n'aura pas un jeu de rôle qui soit aussi proche des écrits de Lovecraft que promis, on a quand même un jeu qui se tient extrêmement bien, un jeu qui fonctionne très très bien. Le système Chronique Oubliée Fantasy V2 fonctionne pour le coup vraiment très bien, il est très simple à expliquer, très simple à mettre en place, donc ça fonctionne très bien. Alors après on a un catalogue d'armes, de sorts, de livres, etc. qui font un peu sourire, mais au final le livre se rattrape sur toutes les parties extrêmement importantes, c'est-à-dire sa partie lore, sa partie contexte. On va pas nous rabâcher une énième fois. Je pense qu'il part du principe qu'on est au courant de comment fonctionnent les animaux, etc. On nous refait un rapide topo sur les lois, les différentes populations, etc. des États-Unis à ce moment-là. Par contre, il y a une vraie accroche sur le territoire, sur les gens, sur ce qui se passe en ville, sur les faits divers, pour donner du corps un petit peu à ces histoires, à ces scénarios. Ça, c'est important. Et ensuite, nous avons évidemment ce recueil de scénarios où on a quand même sur les 6 scénarios présents plus 1 dans le livre de l'archiviste, donc on a 7 scénarios. On a quand même au moins 3 qui sont absolument dingues, qui pour le coup sont très proches des écrits de Lovecraft, qui vont dans la promesse qui a été faite, d'autres qui sont plus pulp, qui plairont à d'autres personnes, voire mais à moi aussi d'ailleurs également, des fois on a envie de faire une partie pulp, donc le jeu le permet, mais en tout cas les scénarios qui tiennent la promesse sont excellents, l'écriture est
vraiment, vraiment très très bonne. Pourtant, ce sont des auteurs différents à chaque scénario, mais mon petit coup de cœur pour celui, on va essayer d'enquêter sur ce professeur qui a disparu dans sa chambre avant de le suivre en expédition dans un village qui est oublié, qui n'existe plus. On va retrouver les restes calcinés des rêves et des cauchemars que nous avons la nuit. On va finir avec des témoins qui sont épuisés, qui vont au bout d'eux-mêmes physiquement et mentalement, où ils vont vivre et cauchemarder des choses atroces qui ont été faites subies à trois femmes, à trois femmes de trois âges différents, et où on va réussir à s'immiscer dans cette histoire. Je trouve ça excellent. Le fait qu'on puisse choisir un peu le degré de pulp ou non de ces scénarios, sur certains scénarios, est vraiment, vraiment intéressant. Donc pour le coup, on a un vrai travail d'écriture sur ces scénarios qui... on en voulait plus, quoi. On en voulait plus. Je sais pas ce que va devenir la gamme plus tard, sincèrement, j'ai un peu peur, puisqu'ils ont annoncé déjà un Chronique oubliée Cthulhu, donc qui va être en frontal avec leur Cthulhu Origins, c'est un peu étrange. Donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, moi, est-ce que je vous conseille ce Cthulhu Origins ? Je sais pas, ça dépend de ce que vous en cherchez. Si vous voulez un jeu Call of Cthulhu, et que vous en avez marre de jouer à Call of Cthulhu, et ben vous pouvez le prendre, évidemment ça fonctionnera. Sinon, le recueil de scénarios, il est indispensable pour tous les fans du genre. Le système Chronique oubliée, si vous avez envie de le faire jouer pour du Call of Cthulhu, c'est très bien, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, c'est pas la promesse qui avait été faite, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.